Imaginez un instant. Un garçon issu des terres arides et poussiéreuses de la Thaïlande rurale. Un enfant qui grandit sans électricité, sans télévision en couleur, mais avec un rêve si brûlant qu'il allait enflammer le monde du cinéma d'action. Tony Jaa, connu sous son vrai nom Panon Yerom, n'était pas seulement un acteur ou un cascadeur. Il était une force brute, un tourbillon d'énergie et de passion qui a redéfini les arts martiaux à l'écran. Ses coups de pied défiant la gravité, ses acrobaties sans câbles ni effets spéciaux, et son intensité viscérale ont captivé des millions de spectateurs, faisant de lui une légende vivante. Pourtant, derrière ce guerrier invincible se cachait une histoire complexe, tissée de sacrifices, de luttes, et d'une loyauté qui deviendrait à la fois sa force et sa prison. Un jour, au sommet de sa gloire, Tony Jaa a disparu, laissant derrière lui des murmures, des spéculations, et un vide que personne n'a jamais comblé. Était-ce un abandon? Une trahison? Ou la gloire elle-même l'a-t-elle consumé? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vérité jamais pleinement racontée de Tony Jaa, l'homme qui a porté le Muay Thai sur la scène mondiale, mais qui a payé un prix inimaginable pour sa quête d'authenticité. Si vous aimez les récits de triomphe, de chute, et d'âmes indomptables qui défient les conventions, cette histoire est pour vous. Préparez-vous à un voyage de 25 minutes dans la vie d'un guerrier moderne, où chaque coup, chaque saut, chaque silence raconte une saga d'honneur et de douleur. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer d'autres récits de vie qui ont marqué le cinéma. Car des histoires comme celle de Tony Jaa, crues, humaines, inoubliables, méritent de rester gravées dans nos mémoires. Panon Yerom naît le 5 février 1976 dans la province de Surin, au cœur de l'Isan, une région du nord-est de la Thaïlande où la vie est dure, presque impitoyable. L'Isan n'a rien de la vibrante Bangkok ou des plages paradisiaques de Phuket. C'est une terre de sécheresse, de champs de riz brûlés par le soleil, où les familles luttent pour survivre avec peu. Les parents de Panon, agriculteurs, dépendent d'une unique rizière et d'un buffle pour nourrir leur famille. Pas d'électricité dans leur maison, pas de distraction moderne, juste le chant des cigales et la chaleur écrasante. Dans cet environnement austère, le jeune Panon grandit avec une imagination débordante, nourrie par les rares projections de films d'arts martiaux diffusés sur un téléviseur en noir et blanc dans le village. Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, ces noms deviennent ses héros, ses guides, ses rêves incarnés. Chaque soir, après des heures à travailler dans les champs, Panon s'échappe au bord de la rivière pour imiter les mouvements qu'il a vus, frappant des troncs de bananiers comme s'ils étaient des sacs de frappe, sautant sur des bambous, répétant inlassablement les coups de pied et les cris des guerriers qu'il admire. Sans entraîneur, sans équipement, il apprend en observant, en mémorisant chaque geste à partir de cassettes VHS usées qu'il rembobine jusqu'à l'obsession. Ce n'est pas seulement une passion, c'est une obsession, une promesse faite à lui-même de transcender les limites de son monde. À 15 ans, Panon prend une décision audacieuse, quitter son village pour Bangkok, la capitale tentaculaire, dans l'espoir de transformer son rêve en réalité. Ses parents, bien que réticents, lui donnent leur bénédiction, conscients de la détermination qui brûle dans les yeux de leur fils. À Bangkok, il commence humblement, travaillant comme homme de ménage dans une école de sport à Mahasarakam. Il nettoie les toilettes, transporte des chaises, coupe l'herbe, tout cela en échange d'une seule chose, le droit d'observer les entraînements. Sa persévérance impressionne les entraîneurs, qui finissent par l'accepter comme élève. Là, il s'immerge dans le taekwondo, le judo, le wushu, et surtout le muay thai, l'art martial traditionnel thaïlandais, qu'il pratique avec une intensité presque surnaturelle. Mais le véritable tournant de sa vie arrive lorsqu'il rencontre Pana Ritchikray, un réalisateur et chorégraphe d'action légendaire, fondateur de l'équipe de cascadeurs Muay Stunts. Pana voit en Panon quelque chose de rare, une combinaison de discipline inflexible, de talent brut et d'une volonté de repousser les limites du corps humain. Il ne s'agit pas seulement de technique, c'est une forme de folie créative, une détermination à transformer la douleur en article. De 1994 à 2003, sous le nom de scène Tony Jaa, Panon devient cascadeur dans des dizaines de films d'action à petit budget en Thaïlande, sautant de toits, traversant des flammes, frappant des piliers en béton, s'entraînant jusqu'à 10 heures par jour. Il perfectionne des techniques extrêmes, comme des pompes sur 2 doigts ou des coups de genoux dévastateurs, non pour impressionner, mais pour prouver que les arts martiaux authentiques n'ont besoin d'aucun artifice, seulement de courage et de volonté. En 2003, après une décennie de travail acharné dans l'ombre, Pana Ritchikray décide de produire un film qui mettra Tony Jaa sous les projecteurs, ONG Bak, le guerrier Muay Thai. Ce n'est pas un blockbuster hollywoodien, pas un film à gros budget. C'est un projet modeste, porté par une conviction. Toutes les scènes d'action seront 100% réelles, exécutées par Tony lui-même, sans doublure ni effets spéciaux. Personne, pas même l'équipe, n'aurait pu prédire l'impact. ONG Bak devient un phénomène en Thaïlande, rapportant des millions au box-office local, un exploit pour un film d'action indépendant. Mais c'est à l'international que l'onde de choc est la plus forte. Sorti en 2005 aux États-Unis et dans plus de 90 pays,
Le film sidère les spectateurs par son authenticité brutale. Tony Jaa y incarne Ting, un jeune villageois pratiquant le muet boran, une forme ancienne et violente du muay thai. Ses acrobaties, sauts par-dessus des motos, coups de coude fracassants, escalades de murs, sont d'une intensité jamais vue. Les critiques sont unanimes. Roger Ebert écrit que Tony Jaa remet en question les lois de la gravité, tandis que le New York Times déclare qu'Oenjebak n'a pas besoin de logique, juste d'un homme capable de faire l'impossible avec son corps. À une époque où Hollywood s'appuie de plus en plus sur le CGI et des chorégraphies aseptisées, Tony Jaa ramène une sauvagerie primitive, une vérité physique qui rappelle les grandes heures des films de Bruce Lee et Jackie Chan, mais avec une touche unique, une intensité instinctive, presque animale, qui fait de lui un guerrier antique réincarné, selon les mots du magazine Empire. Le succès d'Oenjebak propulse Tony Jaa sur la scène mondiale. En 2005, Tom Yum-goon, ou The Protector à l'international, enfonce le clou avec une scène légendaire, une séquence ininterrompue de 4 minutes où Tony, seul, affronte des dizaines d'adversaires dans un escalier en colimaçon, une prouesse technique et physique encore célébrée aujourd'hui comme l'une des meilleures scènes d'action de l'histoire du cinéma. Le film est un triomphe, et Tony devient une icône. Time Asia le désigne comme un héros culturel. En 2004, Empire le sacre, l'héritier légitime de Bruce Lee. Des réalisateurs d'Hollywood, de Chine et d'Europe se bousculent pour travailler avec lui. Il est invité à des talk shows aux États-Unis, donne des démonstrations de Muay Thai en Europe, et son nom commence à circuler comme celui d'une future superstar mondiale. Mais derrière cette gloire fulgurante, des ombres se profilent. Tony Jaa est lié par un contrat draconien avec Samongkol Film International, la société thaïlandaise qu'il a découvert et produit Oenjebak. Ce contrat, signé dans ses années de jeunesse, limite sa liberté créative et l'empêche d'accepter des projets internationaux sans l'approbation du studio. Alors que des opportunités s'ouvrent, notamment un rôle dans Fast and Furious 7 aux côtés de Vin Diesel et Dwayne Johnson, Samongkol s'oppose fermement, exigeant une compensation absurde de 50 millions de dollars. Ce refus marque un tournant tragique. La porte d'Hollywood, entr'ouverte, se referme brutalement. Ce n'est pas seulement une question de contrat, c'est une question de contrôle. Samongkol, sous la direction du producteur Sonsak Techaratanapraser, voit Tony comme une propriété, un atout à exploiter, non comme un artiste libre. Chaque décision, un choix des rôles, direction créative, collaborations internationales, est filtrée par les intérêts du studio, qui privilégie une vision conservatrice et locale au détriment de l'ambition globale de Tony. Cette emprise étouffe son potentiel, transformant sa loyauté envers ceux qui l'ont soutenu en une chaîne invisible. En 2013, après des années de frustration, Tony décide de rompre avec Samongkol, un choix qui lui coûte cher. Le studio le poursuit en justice, et l'industrie cinématographique thaïlandaise, autrefois son foyer, commence à le marginaliser. Les projets nationaux se raréfient, et les nouveaux films, comme Oenjebak 3 ou The Protector 2, manquent de l'éclat des débuts, plombés par des budgets serrés et un manque de vision créative. Mais le véritable drame se joue pendant la production d'Oenjebak 2, où Tony, pour la première fois, endosse le rôle de réalisateur. Sans expérience de gestion, sans équipe solide, et sous la pression des attentes écrasantes des fans et des producteurs, il s'épuise. Au milieu du tournage, il disparaît subitement du plateau, plongeant l'équipe dans le chaos et le public dans l'incrédulité. Ce n'est pas un caprice de star, c'est une fuite. Tony, écrasé par les contraintes, les dettes de production et les conflits avec Samongkol, trouve refuge dans un monastère bouddhiste. Il se rase la tête, revêt la robe safran et devient moine, cherchant la paix loin des projecteurs. Ce n'est pas un coup médiatique, contrairement à ce que certains pensent, mais un cri silencieux, une tentative de se reconnecter à son essence dans un monde qui veut le modeler à son image. Cette retraite marque un point de rupture. Le guerrier invincible d'Oenjebak révèle sa fragilité, son humanité. Lorsqu'il revient, des années plus tard, il n'est plus le même. Dans Fast and Furious 7, 2015, il obtient enfin un rôle à Hollywood, mais il est relégué à un personnage secondaire, un garde du corps expert en arts martiaux, loin de la stature de star qu'il méritait. Ces scènes, bien que spectaculaires, sont brèves, et son talent semble sous-exploité. Paul Walker, son partenaire sur le tournage, le décrit comme l'un des hommes les plus dangereux qu'il ait rencontré, mais ce compliment ne compense pas le sentiment d'inachevé. Dans d'autres films internationaux comme SPL 2, A Time for Consequences, 2015, Triple Threat, 2019, ou Monster Hunter, 2020, Tony joue des rôles de méchant ou de second couteau, jamais au centre, jamais avec la profondeur qu'il incarnait autrefois. Le cinéma d'action, pendant ce temps, évolue. Les superproductions hollywoodiennes privilégient les effets spéciaux, les ralentis et les chorégraphies numériques, reléguant les arts martiaux authentiques au second plan. Le style brut et réel de Tony, qui avait secoué le monde en 2003, semble dépassé aux yeux des producteurs. En Thaïlande,
Son conflit avec Sam Cole et son boycott tacite par l'industrie locale limitent ses opportunités. Les fans, autrefois éblouis, commencent à voir en lui une étoile vacillante, un pionnier qui n'a pas su maintenir son éclat. Pourtant, Tony Jaa reste fidèle à ses principes. Pour lui, un coup de pied doit transmettre une vérité physique, une émotion brute. Sinon, ce n'est qu'une chorégraphie vide. Cette quête d'authenticité, admirable mais inflexible, le rend inadapté à un monde cinématographique de plus en plus commercial. Sa loyauté envers Sam Cole, envers Panariti Kray, envers ses racines, devient son fardeau. Contrairement à Jackie Chan ou Jet Li, qui ont su naviguer dans le système hollywoodien, Tony reste prisonnier de son intégrité, refusant de sacrifier son identité pour la gloire. Aujourd'hui, Tony Jaa est plus discret. Il consacre son temps à enseigner le Muay Thai à la jeune génération, à soutenir des projets cinématographiques modestes en Thaïlande, et à préserver l'esprit originel des arts martiaux. Il n'est plus la flamme ardente d'ONG Bak, mais une lumière douce, un guide pour ceux qui croient encore en l'art véritable. Son héritage ne se mesure pas en Oscars ou en recettes au box-office, mais dans l'inspiration qu'il continue d'incarner. ONG Bak n'était pas seulement un film, c'était une révolution, une preuve que les arts martiaux asiatiques pouvaient encore secouer le monde. Tony Jaa, avec ses sauts à travers les flammes, ses coups de genoux dévastateurs et son refus des artifices, a ranimé une flamme que beaucoup pensaient éteinte. Même les réalisateurs hollywoodiens comme David Leitch, John Wick, Atomic Blonde, ou Chad Stahelski citent Tony comme une influence majeure, fascinés par sa capacité à repousser les limites humaines sans trucage. Dans le cœur des puristes, il reste unique, le dernier guerrier à avoir osé se battre pour de vrai, à vivre pour de vrai, à quitter la scène avec sa dignité intacte. La tragédie de Tony Jaa, c'est celle d'un homme dont le talent était trop grand pour les chaînes qu'on lui a imposées. Sa loyauté, son honnêteté, son respect des traditions l'ont élevé, mais l'ont aussi retenu. S'il avait été plus calculateur, plus détaché, aurait-il conquis Hollywood? Peut-être. Mais alors, aurait-il été Tony Jaa, ce garçon d'10 ans qui a fait vibrer le monde avec son cœur pur et ses coups de pied réels? Sa carrière, bien qu'inachevée, est un testament à la beauté et à la douleur de l'authenticité dans un monde qui privilégie l'artifice. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la force d'un homme qui a tout risqué pour rester fidèle à lui-même, laissez un commentaire pour partager vos pensées. Tony Jaa mérite-t-il plus de reconnaissance? Pensez à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour découvrir d'autres récits de vies extraordinaires. Merci d'avoir regardé.